Bonjour à toutes et tous pour ce 25e point d'actualité et aujourd'hui ce dont je veux vous parler c'est de cette overdose maximale, en tout cas pour moi c'est maximal, de ce débat médiatico-politique qui finit par tourner à vide et qui est polarisé par les clics et les clashs. Et le dernier en date c'est Gérard Larcher, troisième personnage de l'État, qui a carrément insulté Jean-Luc Mélenchon, donc c'est-à-dire l'un des principaux leaders de l'opposition, avec ces mots d'une très grande élégance, « ferme ta gueule », ce qui est inouï de demander à, encore une fois, un membre de l'opposition de se taire. Et je pense que là, on touche vraiment le fond. En tout cas, je me dis souvent qu'on touche le fond, et en fait, c'est pas vrai, c'est un puissant fond. On n'arrête pas de descendre, de descendre, de descendre, et de voir que, par exemple, cette polémique qui est née de ces mots de Gérard Larcher, c'est hier en top tweet, et ensuite c'est 40 articles qui sont consacrés à ça, ce qui est insupportable parce que ensuite moi je reçois des tonnes de messages de journalistes qui demandent à commenter le dernier clash qui vient d'être en top tweet sur Twitter, etc. D'ailleurs, les journalistes font de plus en plus leur miel, choisissent de plus en plus leurs angles à partir de Twitter, de ce qui se passe sur Twitter, et ça fait partie du problème politique et médiatique devant lequel nous sommes. Alors c'est vrai qu'on le voit même dans les débats dans lesquels je vais, à la télévision, souvent on est enfermé sur des questions qui ne sont pas les questions que moi en tout cas j'ai envie sur lesquelles moi j'ai envie d'être interrogée, mais plutôt des questions qui sont liées à ces buzz, à ces clashs, à ce débat qui tourne en boucle sur des questions qui ne sont pas au cœur des préoccupations des Français. Et il y a des moments où je boue, même si on me dit que je suis calme. En fait, il y a des moments où je n'en peux plus, absolument plus. Je reste calme parce que je pense que l'agressivité ne permet pas ou de s'énerver, etc. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à atteindre le public en faisant comme ça, et ça monte en régime. C'est une attitude, en tout cas, à laquelle je tiens, et qui peut être discutable. Et d'ailleurs, sur le piquet de grève de Transdev, il y a 2 jours à Villepinte, un homme me disait encore « Ah bravo, vous arrivez à nous défendre en restant calme face à eux », mais tout est dans le face à eux, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'on nous empêche de parler et qu'on nous enferme dans des caricatures, et le débat est polarisé avec les termes de l'extrême droite et enfermé, encore une fois, dans ces extrêmes où on n'entend plus rien, c'est du bruit et on perd le fil. Alors tout ça vient de loin. C'est une situation qui en réalité vient de loin parce qu'elle est le fruit d'un espèce de combo de différentes choses. D'abord, il y a ce que je vous disais tout à l'heure sur Twitter. Ensuite, il y a la concentration des médias qui nuit au pluralisme. C'est évident. Aussi la place des influenceurs qui ne permettent pas l'un plus l'autre de garantir à la fois le pluralisme de l'information, mais aussi sa qualité. Sa qualité, elle est liée au fait que les médias ont de moins en moins d'argent pour faire leur travail, avec des journalistes qui eux-mêmes n'ont plus le temps de réfléchir, le temps de parfois aller dans une conférence de presse, à un événement, sans faire immédiatement un papier, du rendement. Eux-mêmes sont soumis au clic. Il faut mettre des mots-clés, il faut aller vers la polémique parce que c'est comme ça que les gens cliquent, etc. On a aussi l'accélération de nos vies. Cette accélération qui a notamment été très très bien explicitée par un grand intellectuel qui s'appelle Hartmut Rosa, que je recommande si vous aimez lire. Et lui, il nous embarque dans une espèce, enfin il nous explique comment on est embarqué dans une espèce de course où on veut aller au plus vite et au plus court. Voilà, donc on pédale comme ça, rapidement. Et enfin, la Ve République, parce qu'il y a cette Ve République qu'on a une vie politique qui est très rabougrie et une course de petits chevaux pour la présidentielle qui, elle-même, donne un prisme dans le regard qu'on peut avoir sur la vie politique. Et donc tout ça, c'est totalement indigeste, ça crée ce combo indigeste, et les grands perdants, ce sont les citoyennes et les citoyens, parce que c'est le débat démocratique lui-même qui est empêché et qui est rendu très difficile, et les réponses pour faire face aux défis contemporains, on a l'impression que ça s'évanouit, que c'est perdu dans les limbes, et on ne sait plus au fond où sont les grands choix. Exemple, je vais prendre quelques exemples, mais premier exemple qui me vient en tête, c'est par exemple la COP28. COP28, c'est quand même un événement qui devrait être au cœur du débat public. Ça a disparu totalement des radars. Ce qui se passe est pourtant énorme. Cette COP28, elle intervient dans un moment où on voit que le réchauffement à 3 degrés d'ici la fin du siècle, c'est pas un délire, c'est de plus en plus réaliste, malheureusement parce que les États
ne sont pas capables de changer leur modèle de développement et ne sont même pas capables de répondre à leurs propres engagements, c'est-à-dire ils signent des engagements et ils font autre chose. Donc là, on a des multinationales qui continuent très tranquillement à projeter des ouvertures d'infrastructures d'hydrocarbures avec la bénédiction de la majorité des États. Et ça, c'est ce qui nous conduit terriblement dans le mur, cette panne à l'échelle internationale pour résorber ce réchauffement climatique, alors qu'on connaît les solutions, alors qu'on sait très bien quelles pourraient être les voies à emprunter, mais on a un monde qui tourne autour de la logique du profit et qui n'y arrive pas. Mais cette COP 28, elle se déroule aux Émirats arabes unis, ce qui est assez délirant. C'est comme si on demandait à l'industrie du tabac de faire une grande conférence pour lutter contre le cancer. C'est à peu près le même niveau de délire. Et c'est une COP dans laquelle on n'a jamais vu autant de lobbies, des lobbies des énergies fossiles et aussi peu de représentants des ONG. Donc c'est très particulier quand même cette COP 28. Et quand vous faites juste Google, vous tapez COP28 et vous faites Google, vous tapez Gérard Larcher, vous allez voir l'écart d'audience et c'est là où on se dit qu'on a perdu totalement pied. Ça, c'est sur les grands enjeux. Mais je dirais qu'il y a aussi un autre problème, c'est les angles de vue. Les angles de vue, ils sont eux aussi totalement biaisés par cette forme de trumpisation du débat public. Et là, je pense au débat sur le conflit israélo-palestinien. Parce que ce qui est frappant, c'est de voir le deux poids, deux mesures dans lequel est embarquée la France, à la fois le président de la République, la politique de la France, mais aussi le débat politique et public sur cet enjeu majeur sur le plan international. Les horreurs qui sont commises aujourd'hui à Gaza et qui sont très renseignées, très informées, on a l'impression que l'empathie manque chez beaucoup de leaders politiques et d'éditorialistes qui pourtant nous ont fait beaucoup de leçons sur le manque d'empathie qu'aurait eu la France insoumise à l'égard des crimes du Hamas le 7 octobre. Et ce manquement le 7 octobre, moi vous savez, je pense qu'on aurait dû être plus empathique et dire ce mot de terroriste parce que les actes perpétrés par le Hamas sont terroristes et le dire immédiatement, certes, mais on voit bien maintenant la pelote que voulaient dérouler celles et ceux qui intimaient l'ordre à la France insoumise de dire le mot terroriste. C'est-à-dire que cette pelote, c'est le choc des civilisations. Et c'est là où le débat est absolument biaisé. Parce que, au nom du choc des civilisations, on a une lecture des événements qui légitime la réplique d'Israël, puisque c'est le monde barbare contre l'Occident et Israël défend les intérêts de l'Occident contre la barbarie avec le Hamas qui est qualifié comme si c'était Daesh au fond. Or, les choses sont évidemment plus complexes et le Hamas ne peut pas être confondu avec Daesh et il n'y a pas de solution pacificatrice sans respect du droit international. Or, aujourd'hui, Israël est dans la violation totale du droit international, massacre les Gazaouis. Et un sondage vient de donner à voir qu'en France, la majorité des Français, finalement, soutient Israël dans son droit à se défendre vis-à-vis du Hamas et des Palestiniens. Et ça, c'est une lecture qui nous emmène absolument dans le mur parce qu'il faut un cessez-le-feu immédiat et il faut l'arrêt de la colonisation, la reconnaissance des droits des Palestiniens parce que c'est la condition sine qua non pour que cette région s'apaise. Les Israéliens sont un peuple, ils doivent avoir un État. Les Palestiniens sont un peuple, ils doivent avoir un État. Or, là, le débat public, il est complètement dans une forme d'occultation de cette réalité coloniale dans laquelle s'inscrit bien le conflit israélo-palestinien et même la séquence, même si le Hamas a changé de stratégie, même si ce sont en effet des actes de nature terroriste qui ont été perpétrés par le Hamas, ça c'est l'évidence, même s'il y a un fondamentalisme islamiste du côté du Hamas et pas seulement du côté du Hamas la revendication des droits des Palestiniens à avoir un État, même si on regarde tout cela avec lucidité, on ne peut pas soustraire soustraire ce qui se passe à cette histoire au long cours de 75 ans de colonisation. Or, c'est la manipulation aujourd'hui qui est faite dans les médias et que je trouve une insulte à la pensée en réalité et une insulte aussi dangereuse parce qu'elle ne permet pas de voir les solutions pacificatrices. Et puis alors,
derniers sujets, j'en prends juste 3, c'est la question majeure pour les Français de la hausse des prix. Tout le monde peut aller faire un tour sur le marché, tous les militants, tous les élus, sur les marchés de toute la France. Moi, je vois à Sevran, je pose le pied, et la question dont on me parle prioritairement, c'est la question de la hausse des prix et du fait que les gens n'arrivent pas à remplir leur frigo, sautent des repas. C'est ça le cœur de la discussion, en tout cas des Français. Les préoccupations aujourd'hui, c'est fondamental. Ça va avec aussi des questionnements sur les services publics qui sont très importants dans la tête des Français, l'état des hôpitaux, les transports, beaucoup de sujets autour des services publics. Ça, c'est le cœur du cœur, je dirais, des préoccupations de la majorité des Français, et on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion. Et bien ça, c'est en bas de la pile des sujets de la conversation publique, totalement en bas de la pile. Et un exemple tout à fait frappant, la niche parlementaire de la France Insoumise la semaine dernière, où nous avions plusieurs textes soumis, puisqu'on fait l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, le jour de notre niche, et on avait notamment un texte défendu par Manuel Bompard sur les marges dans la grande distribution, donc vraiment un sujet pile poil sur les enjeux de l'inflation, de la hausse des prix. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on a eu d'autres victoires, on a eu 2 victoires, une victoire sur une enquête sur les Outre-mer et une victoire sur la dématérialisation dans les services publics pour le fait qu'il y ait plus d'humains. Donc ça, c'était bien, 2 belles victoires, et puis un beau débat sur l'inflation, puisque les macronistes n'en ont pas voulu, et c'est tout à fait symptomatique de leur logique économique. Mais bref, tout ça a été très intéressant, belle niche, calme, efficace, sur le fond. Or, le soir, en fin de journée, alors qu'on devait avoir un vote, il y avait la commission des lois qui se réunissait et Hugo Bernalicis, notre collègue, a voulu que le débat en commission s'arrête pour pouvoir aller voter dans l'hémicycle. Donc ça a donné lieu à un clash, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire qu'Hugo Bernalicis s'est énervé, et le lendemain matin, de quoi on a parlé ? Et du clash dans la commission, et certainement pas de tout ce que nous avions fait dans la journée, et notamment de ces enjeux sur l'inflation. Donc c'est très très énervant, parce que pour se faire entendre, on a l'impression qu'il faut faire le clash, mais que le clash, il finit par faire perdre le fil du contenu que l'on veut défendre. Donc c'est infernal, c'est une situation qui est tout à fait infernale, c'est une spirale, et cette spirale, je trouve qu'elle est en train d'avaler absolument tout cru, l'intelligence collective et la démocratie. C'est ça qui est en train de se passer. On vit dans une société qui est en train de dévorer les attentions, les désirs, les idées, et il faut qu'on trouve le moyen de déjouer ce piège dans lequel on est, parce que c'est un mouvement qui est favorable à la trumpisation en fait du débat politique, parce qu'à partir du moment où tout vaut tout, où le fond est totalement détourné, que la rationalité, on perd le fil de la rationalité pour aller vers des fake news qui sont abondamment relayées, aussi une ambiance qui est très viriliste, une démagogie qui est très forte, et que tout le monde s'obsède à faire un maximum de clics avant de réfléchir à savoir si ce qu'on a dit est juste, mais qu'on va aller dans l'outrance, parce que c'est l'outrance qui fait le nombre de clics et donc l'audience, et voilà, et il y a un fil qui s'emballe, et je pense que ce fil, malheureusement, il est contraire à l'élévation de l'intelligence collective, à la rationalité, qui sont les fondements quand même de ce sur quoi peut prendre un discours de gauche, me semble-t-il. Et ça, c'est la difficulté dans laquelle on est. Je crois qu'on a quand même des points d'appui, parce que de plus en plus de gens sont dans une fatigue informationnelle, comme on dit. On a absolument ras-le-bol de tout ça, se mettent à distance de ce tohu-bohu infernal, de cette tempête permanente. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience que tout ça nous éloigne des enjeux. J'ai l'impression qu'il y a une envie de format plus long, plus calme, qui est en train de poindre. Mais c'est une question. Est-ce qu'on tourne le dos, oui ou non, à l'ère du clash, tel que décrit par l'intellectuel écrivain Christian Salmon, passionnant livre sur l'ère du clash. Il a très bien décrit ce phénomène. Et est-ce qu'on en sort, ou est-ce qu'au fond, on est toujours dedans et il faut nous-mêmes rentrer, participer de cette ère du clash ? Moi, ma conviction, c'est que on n'a pas intérêt à participer de ce climat, parce que, in fine, il profite à ceux qui sont du côté de la démagogie, à ceux qui sont du côté aussi de l'obsession identitaire, à ceux qui sont du côté de la fin de la rationalité. Voilà, je pense que tout ça est plutôt favorable à des trajectoires trumpistes.
absolument trumpiste. Donc il faut qu'on trouve une autre manière de le faire avec ce point d'appui qui est un point d'appui, encore une fois, sur cette fatigue informationnelle et sur ce ras-le-bol du clash et des gens qui cherchent à la voix pour s'élever, comprendre les enjeux, apprendre. Et je suis convaincue qu'à gauche, nous avons là quelque chose de précieux qu'on doit pouvoir faire grandir, mais ça suppose de prendre un peu ses distances avec cet état du débat, de ne pas y participer et de comprendre qu'il y a un dégoût et que pour répondre à ce dégoût, on a besoin de sortir des logiques qui sont des logiques de clash permanent et d'avancer vers une aspiration et nous, de correspondre davantage à cette aspiration à sortir de ce climat qui est à la fois violent, viriliste, réducteur et très anxiogène. Donc bref, un peu de calme.